Donc, je suis Samuel Rialan, je suis animateur à Atlan-Bois, qui est l'interprofession de la filière forêt-bois des Pays de la Loire. Et je serai animateur de cette visioconférence, donc, qui s'inscrit dans le cadre du club Réhabilitation Énergie Sprong, qui a été créé en Pays de la Loire suite à la sollicitation de l'Union sociale pour l'habitat, qui envisage de faire un groupement de commandes pour réhabiliter avec la technique, enfin, avec le concept Énergie Sprong, plusieurs milliers de logements. Et donc, avec Novabuild, Atlanson, Novabuild étant le cluster de l'éco-construction, Atlanson étant représentant la filière solaire, thermique et photovoltaïque en Pays de la Loire, et Atlan-Bois, qui est donc l'association de promotion de la filière bois en Pays de Loire. Nous animons donc ce club à vocation de travailler sur, je dirais, la montée en compétence des acteurs de la filière construction pour pouvoir répondre aux marchés qui vont être lancés. Mais ce club pourra aussi travailler peut-être ultérieurement sur d'autres sujets, la réhabilitation des maisons, la réhabilitation en tertiaire, etc. Pour l'instant, ce qui occupe à 100% le club est le projet Énergie Sprong des Pays de la Loire, qui est déjà assez conséquent. Et nous sommes accompagnés, ainsi que l'Union sociale pour l'habitat, par l'équipe Énergie Sprong France, qui est représentée ici par différentes personnes, notamment Estelle de Rhône, qui s'occupe de la relation avec les filières. Voilà, donc nous avons déjà traité un certain nombre de thèmes lors de nos différents ateliers qui courent depuis déjà presque une année. S'il vous plaît, Pascal, est-ce que vous pouvez présenter la diapo avec les thèmes traités? Voilà, celle d'après, merci. Donc, nous avons réalisé d'abord un atelier sur le montage de groupements en octobre. Sur les conditions de réussite, c'était plutôt des ateliers participatifs. Conditions de réussite d'une démarche collective en décembre. Le marché public global de performance, l'atteinte des objectifs de performance. Il y a 2 semaines, nous avons fait un webinaire aussi sur la standardisation et l'industrialisation, qui est disponible en replay. Si vous avez besoin, vous pourrez trouver facilement le lien vers ce replay sur le site de Novabuild. Et puis, aujourd'hui, nous allons traiter la prise en compte de l'existant et la mise en œuvre des solutions. Donc, j'expliquerai après avec qui. Le 13 mai, nous aurons aussi un atelier sur l'anticipation de la phase de garantie de performance sur 30 ans, tout ce qui est exploitation, comment garantir les performances et l'anticiper. Ça sera un webinaire aussi, puisqu'on sera encore peu déconfinés pour la plupart d'entre nous. Et puis le 17 juin, nous avons prévu de vous faire un atelier qui serait un peu synthèse autour de la matrice des risques et les garanties de performance sur 30 ans, avec l'évolution vers du confort as a service. Donc, ce sera un atelier qui sera peut-être physique, si on peut se le permettre. Voilà, en présentiel, je veux dire, en tout cas, mais rien n'est sûr à cette date. Et puis, pour complément, nous aurons le 13 mai, le 6 mai, pardon, donc la semaine prochaine, Énergie Sprong France propose un webinaire sur le concept Énergie Sprong, que vous êtes aperçu que je ne l'ai pas développé, c'est pas le lieu, parce qu'on l'a déjà beaucoup fait dans ces différents ateliers. Donc, pour ceux qui seraient des nouveaux entrants dans ce domaine, ils sont invités à se connecter le 6 mai à 9 h sur un lien qui pourra vous être communiqué pour vous informer sur ce que c'est que Énergie Sprong, quelles sont les techniques employées, quelles sont un peu les modalités d'engagement, et puis ce qui s'est passé dans d'autres régions ou plutôt pays. Voilà. Et puis le 14 mai, un comité de suivi Énergie Sprong France est organisé à 14 h, qui est ouvert à tous. Donc voilà, on vous enverra les liens vers ces visioconférences en complément de la visioconférence d'aujourd'hui. Donc, écoutez, on va passer à la présentation des intervenants sur ce thème de la prise en compte de l'existant et donc la phase réalisation. Donc, nous aurons tout d'abord une intervention de Pascal Chazal de Patch Conseil qui se présenteront. Les intervenants se présenteront eux-mêmes, donc qui est expert dans le domaine de la construction hors site, de Grégoire Capel de JB
j'espère que je n'écorche pas son nom d'entreprise, qui fait du conseil en industrie, qui a une expérience aussi dans le Nord, une expérience de réalisation Energy Sprong. Nous aurons aussi Deborah Knight d'Energy Sprong France qui parlera de la prise en compte du locataire et un témoignage de Romuald Sarraute en fin de visioconférence d'ICF, donc l'immobilière des chemins de fer Nord-Est, qui a réalisé un projet Energy Sprong dans cette région Nord-Est. Alors, je rappelle que les questions que vous souhaiteriez poser à nos intervenants peuvent être posées au fil de la présentation sur le chat. À 14h45, nous espérons avoir terminé les présentations pour pouvoir répondre à vos questions. Voilà, vous pouvez donc les poser par le chat. Et puis, il y a un enregistrement qui a déjà commencé depuis 14h de ce webinaire. Donc, je rappelle les conditions pour que ça se passe bien, c'est que vous avez bien vos micros et enfin, tous les participants ont leur micro et leur vidéo désactivée, s'il vous plaît, pour qu'on ne vous voit pas apparaître et qu'on n'ait pas de son parasite. Donc, le sommaire d'aujourd'hui, c'est d'abord le relevé de l'existant, du bâtiment existant, des bâtiments existants, la modélisation, la préfabrication, la phase chantier, pause, et puis la prise en compte du locataire. Donc, je vais passer la parole à Pascal. Pascal, si vous êtes disponible, est-ce que vous pouvez activer votre visio? Merci. Et moi, je vais la désactiver. Ça marche. À vous la parole. Je vous laisse vous présenter. Vous ferez mieux que moi. Bonjour à tous. J'active le mode plein écran, voilà. Voilà, donc je m'appelle Pascal Chazal. J'ai 61 ans et 40 années derrière moi de construction bois et de préfabrication. Je suis notamment le fondateur d'Eau-Savoie que j'ai développé pendant une trentaine d'années. Et puis, je suis surtout passionné par les sujets d'industrialisation de la construction. Et je suis par ailleurs fondateur du groupe Orsite qui développe le magazine Orsite, pour ceux qui ont eu l'occasion de l'avoir en main. On est en train de développer également le Campus Orsite, qui est une école de formation sur le hors-site qui est actif et sur lequel vous pouvez aller vous former gratuitement sur nos modules de formation pour comprendre ce que ça veut dire que construire hors-site et vous former finalement à l'ensemble des activités hors-site. Et puis on est également conseil, expert dans le domaine du hors-site, et on accompagne Energy Sprong sur le concours d'innovation. Et donc, on a préparé ce séminaire avec Grégoire Capel qui va se présenter. Eh bien, bonjour à tous, donc Grégoire Capel, moi je suis ingénieur de formation. J'ai créé du coup Smart Module Concept il y a 10 ans, donc j'ai une dizaine d'années d'expérience dans la construction bois modulaire. Et puis du coup, on a été à l'initiative à l'époque de la construction du projet pilote pour les 10 logements à réhabiliter à M dans le Nord. Et donc depuis un peu plus d'un an maintenant, j'ai créé HDB, où je fais donc du conseil industriel pour les entreprises qui souhaitent aller se développer dans la construction hors site, autour du lean manufacturing, de l'industrie 4.0, des process de fabrication, de l'implantation d'usines, le travail sur la performance, tout ça en général avec des immersions au poste, pour appréhender ça au mieux avec un regard extérieur. Voilà un peu pour ma part. Très bien. Donc, en fait, on a travaillé cette présentation en se disant que finalement, la finalité de tout ce travail, c'est de réussir une installation sur site qui soit simple et extrêmement rapide et la moins perturbante possible, bien sûr, pour le quartier, pour les habitants. Et donc, on a une demi-heure là pour vous présenter finalement un ensemble de choses qui est relativement important et qui commence par la prise de cote et le relevé de l'existant. Donc, quoi que l'on ait à relever, finalement, que ce soit des maisons ou que ce soit des bâtiments collectifs, on a toujours des données d'entrée qui sont les façades, qui sont les toitures, qui sont l'ensemble des réseaux, qui sont aussi les structures, comment est-ce que l'on va faire pour venir s'accrocher sur ce bâtiment.
Mais on doit aussi s'intéresser à ce qui se passe à l'intérieur des logements, parce que quelquefois, on va refaire peut-être les salles de bain, on va avoir peut-être des réseaux à passer, certains peut-être à enlever. Et puis, on a aussi l'extérieur des bâtiments sur lesquels on peut avoir des choses qui viennent s'accrocher aux façades. Et donc, bien sûr, de tout ça, il faut tenir compte. On a tout un tas de moyens aujourd'hui à notre disposition pour faire des relevés de l'existant. Ça va depuis le mètre et le crayon jusqu'au drone, avec bien sûr des caractéristiques très différentes. Le relevé manuel, bien sûr, va prendre beaucoup de temps. Le drone aujourd'hui est de plus en plus performant, mais la précision est peut-être pas encore celle qu'on attendrait, notamment pour être capable de fabriquer directement les éléments. Les deux solutions intermédiaires, que sont la station totale qui va permettre de faire un relevé par point, ou le laser 3D, sont des solutions beaucoup plus fiables. La station totale, on a notamment un certain nombre d'entreprises de l'ossature bois, par exemple, qui sont équipées, qui sont capables de faire eux-mêmes des relevés par point. Et les deux solutions de station totale ou de laser, finalement, sont assez efficaces et on arrive à des tolérances assez faibles. Alors, on s'est notamment appuyé sur le travail qui a été fait par l'équipe de Bertim Project, avec Yvon Levézy, avec auprès de Poby, Yvon Levézy de Dietrich, qui ont fait un travail intéressant sur un bâtiment qui a été relevé de plusieurs manières. Et ils ont fait des comparatifs de scénarios. Et donc, ils constatent effectivement qu'on est capable, en travaillant convenablement, d'arriver à des tolérances faibles. 10 mm, c'est tout à fait suffisant pour produire des éléments de qualité qu'on va pouvoir poser correctement. Une de leurs évolutions récentes, c'est l'arrivée sur le marché de passerelles intermédiaires entre les nuages de points qui sont générés par les lasers, les systèmes laser, et puis les outils tels que Revit ou tels que Dietrich pour les fabricants d'ossature bois, mais il y en a bien sûr tout plein d'autres. Ce sont des passerelles qui vont finalement permettre de traiter automatiquement une grande quantité de points et de faire que l'utilisateur va avoir à gérer peut-être 600 points au lieu d'en gérer 6000 ou 60 000. Donc ça permet d'aller beaucoup plus vite et d'être beaucoup plus efficace, parce que l'objectif, bien sûr, c'est d'arriver à être extrêmement rapide. La difficulté, c'est d'être capable d'amener sur un bâtiment qui est toujours différent, avec tout plein d'irrégularités, même si on a 50 maisons qui paraissent identiques, dans la réalité, elles ont été faites sur le chantier, il y a beaucoup de différences entre les unes et les autres. Et donc, c'est comment est-ce qu'on fait pour amener un produit très fortement industrialisé sur un bâti qui, lui, est toujours différent. Donc, ça passe vraiment par l'efficacité du relevé et la capacité à être rapide dans cette prise de cote, et surtout fiable dans cette prise de cote, et ce qui va nous permettre de faire la modélisation. Et là, je vais passer la parole à Grégoire. Donc souvent, on a souvent des questions qui se posent sur l'intérêt de modéliser et le souci. Jusqu'à quel point de détail on va aller sur cette maquette. Ce qu'il faut vraiment se dire, c'est qu'on va travailler sur la conception et la modélisation pour produire vraiment une maquette de référence qui va devenir le cœur du réacteur du projet. Et du coup, on a vraiment, à partir des relevés qui vont être faits sur site, on va pouvoir concevoir et modéliser la maquette, mais ça ne va pas seulement s'arrêter là, on va pouvoir en tirer forcément tout un tas de plans de production. On va pouvoir travailler sur de la nomenclature de pièces, sur de la préparation de commandes pour aller fournir les ateliers ou les îlots de production en temps réel. On va assurer le suivi du planning, le suivi de la qualité, pouvoir assurer tout le lien vers la logistique qui sera en lien avec le chantier. On va du coup gérer toute la pose aussi de manière à l'allier à la maquette. Et ça va aussi avoir un véritable intérêt sur la partie SAV, puisqu'avec la garantie des 30 ans, on va avoir un bâtiment qu'on va devoir suivre et maintenir tout au long de ces 30 années. Et donc l'intérêt, c'est bien de faire toujours un point de raccord sur cette maquette pour la faire éventuellement évoluer aussi.
et faire surtout remonter les expériences passées. Donc pour ça, du coup, j'ai ressorti un peu l'exemple qu'on avait fait sur le chantier de M pour habiliter 10 logements. Dans le déroulé un peu des opérations, on a d'abord scanné le bâtiment en plusieurs points. Donc ce scan 3D, c'est la première photo, où on a du coup concaténé les éléments pour avoir un scan général, mais parfois imprécis. Du coup, on a fait une orthophoto complémentaire pour aller travailler sur les véritables points de détail qui sont les ouvertures, les menuiseries, les angles, où on doit vraiment avoir des choses extrêmement précises. Là, forcément, c'est un exemple sur de la réhabilitation de façade, mais c'est à peu près la même démarche, quel que soit le lot à réhabiliter. Ces éléments-là scannés et complétés par de l'orthophoto va donner une maquette simplifiée. Et une fois que cette maquette simplifiée elle est définie, on va pouvoir travailler sur la mise en place d'un prototype et du coup de développer donc, comme on l'avait fait, là on avait fait un petit morceau de mur maçonné avec toutes les différentes problématiques qu'on allait rencontrer sur le chantier. Et du coup, on avait des ouvertures, des menuiseries, un angle, de la connexion parallèle, de la connexion au niveau des angles. Et on a travaillé du coup avec l'équipe et le groupement pour régler tout ce prototype et tous les réglages avant le lancement de la production et même avant le lancement de la finalisation de la maquette. Une fois que ça s'est mis au point, on peut travailler du coup sur cette maquette simplifiée et en définir absolument tous les panneaux qui seront tout autour du logement. Donc l'ossature bois, les panneaux de contentement, intégrer tous les réseaux à l'intérieur. Et de ce plan, on va pouvoir en sortir toute la série de cotations et de plans de production nécessaires à la fabrication. Dans cette conception, il faut toujours la réfléchir sur le principe d'IFME, mais toujours sur une pose plug-and-play maîtrisée et efficace. Et donc, dès la conception, on réfléchit systématiquement à la pose, comment on va se raccorder à l'existant, comment on va raccorder nos réseaux et intégrer tout ça sur de l'existant, notamment en termes de finition, où là, en fonction des finitions demandées, on a toujours plus ou moins de travail à définir, mais même sur les finitions, on doit l'avoir conçu et on doit l'avoir dessiné pour savoir vraiment comment on va intégrer ça in situ. Une fois qu'on a conçu un peu ces éléments-là, on va pouvoir travailler sur la répétitivité des chantiers pour toujours retrouver la même conception, quel que soit le projet. Et donc, avoir un dessin qui doit être rapide et précis en utilisant les bons softwares. Comme l'a dit Pascal, il y en a une quantité astronomique de software qui existent. Ce qu'il faut, c'est s'approprier le bon software pour sa production et surtout, en fait, le doper pour créer des algorithmes et des génératrices qui vont nous permettre, en fait, de minimiser le côté un peu rébarbatif du dessin de base, par exemple sur de l'ossature et de l'anthrax de montant, etc., mais plutôt générer ça de manière automatique et se focaliser sur toute la partie détail, menuiserie, angle, etc. Et donc concevoir aussi dans une démarche d'amélioration continue permanente pour améliorer sans cesse le système. On va, du coup, l'idéal c'est de lier ça à un système type ERP pour lier ça à de la gestion et pouvoir du coup aller plus loin que cette pure maquette. Donc là, on a un exemple sur la suite avec une intégration d'un réseau qui va être dans la... Là, on est sur un réseau de logements où on a en fait visualisé tous les réseaux qui sont intégrés dedans et en y passant la souris dessus, on y découvre la nomenclature du produit avec le type de coude, la référence. On peut vraiment absolument tout dessiner, tout intégrer. Pourquoi? Parce qu'une fois que c'est conçu et que c'est intégré dans la maquette, on peut faire travailler l'outil comme on veut. Donc si on dézoome un peu, on découvre voilà, le réseau dans sa globalité au niveau des salles de bain pour voir si les deux salles de bain peuvent plomber correctement, si on n'a aucune interaction avec le reste. Et donc on minimise largement toutes les problématiques du chantier et donc tout ça est intégré dans un logement complet. Voilà. On peut vraiment aller jusque dans un détail du coude à partir d'un logement complet. Ça permet vraiment en fait de lier ça. Une fois qu'on a tout dessiné, on n'a vraiment plus qu'à traiter la maquette et à en tirer l'information dont on a besoin tout au long du projet. Et ça, c'est important, on le verra un peu par la suite pourquoi. En partant de ça, du coup, on va pouvoir modéliser les façades, toujours sur ce principe de dessiner en vue d'une production industrielle et d'un assemblage facilité sur le chantier. Donc on va sans cesse chercher cette simplicité de production. On va dans une précision, mais assurer de plus en plus une rapidité dans cette production,
en travaillant sur des standards, en travaillant sur des contrôles de qualité systématiques, assurer le suivi et intégrer en fait tous les systèmes en atelier électriques, de ventilation, de plomberie. On peut intégrer un maximum d'éléments en usine pour minimiser le travail à faire sur le chantier. Même principe sur les toitures. On va avoir là, comme on le voit sur l'image, une toiture qui est complètement structurée, isolée, étanchée. Et on a même été jusqu'à installer des supports de panneaux photovoltaïques pour qu'en gros, arrivé au chantier, les panneaux de photovoltaïques se posent de manière très simplifiée. Et sur les modules énergie monitoring, on va avoir exactement la même démarche et on peut aller vraiment jusqu'au bout dans la définition du produit et intégrer dedans aussi tous les éléments qui vont permettre de suivre le logement, de récupérer de la donnée et donc d'installer dedans tous les capteurs qui vont bien. Et là, l'objectif, c'est vraiment d'intégrer des éléments une fois, enfin d'aller jusqu'au bout de la conception une fois. Et en fait, ce qui fera la variation de logement après logement, ce sera uniquement les quelques réseaux, les quelques raccordements qui varieront. Et donc, l'intelligence dans la conception sera uniquement sur ces raccordements à l'existant. Et le travail, on le fait une grosse fois au départ. Mais ensuite, c'est vraiment du raccord à l'existant qui doit être travaillé et conçu. Bien. Alors, Grégoire vous a parlé d'automatisation et d'algorithmes. Donc, on voulait faire un petit focus là-dessus, avec notamment la capacité à générer automatiquement des éléments à partir de nos softwares. Ça, c'est un extrait du blog de Emmanuel Di Giacomo de Autodesk, qui nous montre finalement la méthode traditionnelle avec laquelle nous travaillons assez souvent aujourd'hui. Un être humain devant un ordinateur qui va produire finalement un objet. Et quelque part, on fait guère mieux que ce qu'on faisait avant avec une table à dessin. L'ordinateur a d'autres capacités, des capacités de travail qui sont absolument gigantesques. Et l'idée, c'est en fait que l'humain puisse utiliser la puissance de l'ordinateur à travers des algorithmes et la puissance de calcul pour générer des tas de combinatoires et nous permettre de faire des choix. Donc, il y a trois principes principaux. Le premier, qui est à notre portée aujourd'hui, et on peut vous montrer des exemples, c'est l'approche paramétrique. En fait, on va saisir des données du projet, on peut saisir des données de la réglementation du PLU, on peut donner des données de l'ensoleillement, des données techniques, et en fait, l'ordinateur va aller saisir ces données techniques pour dessiner quelque part tout seul, sans avoir besoin de l'être humain, et il va nous proposer tout un tas de solutions, et puis à nous de choisir. La deuxième méthode, c'est le generative design, la conception générative. Donc là, on est un cran au-dessus et on va être plus intelligent. On va avoir un ordinateur qui va mouliner beaucoup plus de solutions pour nous amener les hypothèses les plus intéressantes. Et puis, on va même aller jusqu'à l'intelligence artificielle, le deep learning. Là, c'est quelque part l'ordinateur qui va apprendre de lui-même au fil du temps et va être capable de nous faire des propositions. Et à la limite, on ne sait même pas comment il fait. Alors, autant vous dire que tout de suite, l'intelligence artificielle, ce n'est pas forcément des outils à notre disposition. Par contre, le paramétrique design, la conception paramétrique, ça c'est déjà tout à fait accessible aujourd'hui. Donc je vous montre un exemple ici. Si ça veut marcher, j'ai toujours un problème avec ce truc. Ben, ça ne va pas vouloir marcher. Est-ce que je peux lire quelque part? Non, ça ne veut pas. Bon, pas de chance. Ça marchait bien hier. Pascal, il faut peut-être vous mettre la présentation en plein écran. Ouais. J'ai essayé tout à l'heure et ça n'a pas marché. Je retente. Ça marche? Non. Non, ça ne marche pas, hein, on ne voyait pas. C'est malheureusement ce qui me semblait. Là, vous l'avez retrouvé? Mais vous n'apparaissez pas en plein écran, Pascal. Alors. Affichage. Est-ce que vous voyez le dessin là, ou la présentation ou pas? Oui, mais pas ça ne bouge pas. Mais quand je le mets en plein écran, il me l'affiche à moi, mais pas à vous. Donc, je n'arrive pas à le faire marcher.
C'est pas très grave. Vous voyez ici, c'est un outil qui s'appelle testfit.io. C'est comment est-ce qu'il s'appelle, Clifton Harness, qui est un Américain, qui a créé une plateforme en fait qui permet de faire de la conception paramétrique et qu'on peut utiliser. Vous pouvez aller voir testfit.io et vous allez voir les tas d'exemples de conception paramétrique avec lesquels on peut faire automatiquement des tâches de dessin. Donc c'est excessivement intéressant. Désolé de ne pas pouvoir vous montrer la présentation. Grégoire, je te passe le relais. Alors, suite à la conception et la modélisation, on va passer à la table de la fabrication. On se dit souvent que chaque bâtiment est différent, comment standardiser. Mais c'est vrai que chaque bâtiment est différent, mais le process de fabrication peut largement être standardisé. Chaque industriel également a ses propres process. Donc chacun a une façon de faire, chacun a ses softwares, chacun travaille de sa propre façon. Mais chaque process peut largement s'adapter à la démarche et intégrer une adaptation légère, type Lean, dans son usine pour sans déployer des gros moyens financiers pour s'adapter à la production. On voit ici un exemple tout bête et assez simple sur une organisation 5S des outillages qui est adossée à un approvisionnement des consommables par seuil visuel. Donc on est là quelque chose d'assez simple et classique, mais c'est vraiment toujours dans une démarche de logique et de bon sens qu'on va pouvoir travailler les éléments. À ça, on va pouvoir ensuite travailler sur une démarche qui va suivre l'intégralité du process de fabrication, et c'est là où on va voir tout l'intérêt aussi d'avoir une maquette qui va être connectée. On va avoir une démarche qui va pouvoir démarrer par un suivi des stocks en temps réel, par un ERP ou un outil de gestion. On va pouvoir connecter la maquette aux différentes machines à commande numériques ou standards. On va pouvoir travailler sur des livraisons en juste à temps aux différents postes de production. On va pouvoir aussi travailler là par le biais, comme sur l'exemple, par le biais d'une manchette connectée que l'opérateur a à son poignet. On va pouvoir ordonnancer la production. Et comme la maquette est faite, on peut lui donner ce qu'on veut. De la notice de montage type IKEA, on peut lui donner un viewer de la maquette BIM pour qu'il aille chercher une code qui lui manque en cas de problème. Il peut remonter une alerte anomalie sur une problématique. Donc on va travailler sur aussi de la remontée d'informations dans l'autre sens pour travailler toujours cette amélioration continue. En plus de ça, on va pouvoir faire de l'aide au positionnement. Par exemple, là, on voit un laser de projection au plafond qui projette à l'échelle 1 le plan de production. Donc on peut travailler sans papier également. On va pouvoir assister à la manutention des éléments pour gagner du temps et gagner aussi de la main-d'œuvre. Toujours par le biais de cette manchette, on va pouvoir aussi garantir des contrôles qualité qui permettent en fait, je valide mon travail pour pouvoir passer à l'étape suivante. Et donc tout ça est connecté et permet en temps réel d'avoir un avancement de cette production et de savoir jour après jour si on suit le planning de manière extrêmement précise et corriger du coup en temps réel les différents aléas de la production. Pour ça, du coup, si chaque personnel est formé est vraiment sensible à tous ces process d'assemblage éprouvés, on va avoir un démarrage de la production qui va être une formalité et qui va vraiment suivre une organisation assez bien ficelée. Et donc, on va uniquement suivre les process établis au moyen d'une communication quotidienne efficace, le principe d'une communication matinale où tous les matins, on fait un point avec les différentes personnes qui produisent, mais également les différents sous-traitants ou les différents intervenants qui vont être dans la démarche. S'il vous plaît, si vous pouviez essayer de conclure en 5 minutes à peu près. Ok, alors désolé, au niveau de la fabrication, de toute façon on suit un planning cadencé, donc l'idée c'est de rester sur un suivi qualité qui entraîne naturellement une amélioration continue. Et l'objectif c'est d'avoir des éléments qui sortent de la chaîne de fabrication avec un bon prêt-à-poser qui certifie le respect de ces règles. Une fois qu'on va arriver sur le chantier, parce qu'elle tu peux avancer. On va arriver sur une pause sur le site qui va exactement être dans la même démarche qu'en usine et qui doit avoir une pause qui doit être une formalité puisqu'elle a été fabriquée de manière qui va respecter toutes les règles et les procédures convenues. Donc en termes de préparation de chantier, on va être sur une préparation en parallèle de la fabrication qui peut être assez classique, somme toute, mais qui va être quand même une prise en main d'un site occupé. Et ça, on va voir juste après tout l'enjeu.
Mais on va être sur une installation de base vie de chantier. On va devoir définir un zoning précis pour le stockage des éléments arrivants et le parking des engins, les fondations, travailler sur les supports, nettoyer toutes les excroissances qui ont été faites sur les façades, les toitures, les constructions sauvages des usagers, et préparer surtout le passage des engins pour les grues, les nacelles de finition, etc. Au niveau de la pose, on va suivre aussi une cadence de production, comme on l'a sur l'image. On a un planning, Last Planner System, pour gérer le management des équipes quotidiennement, au moyen de post-it très visuels. Mais voilà, les sous-traitants qui viennent aussi sur le chantier peuvent s'intégrer dans la démarche et suivre le rythme assez facilement. L'important là-dedans, c'est toujours d'être connecté de manière assez primordiale avec la production pour pouvoir travailler toujours ces remontées d'informations et ce retour vers la maquette BIM pour qu'en gros, les aléas de chantier soient corrigés en temps réel dans la production à venir, puisque tout n'est pas forcément produit au moment où on pose. La qualité, forcément, on va suivre, comme en usine, la qualité, et on va surtout, pourquoi pas, faire venir un contrôle et une vision externe qui permettra de sortir un peu de la tête du guidon pour les équipes de pose. Donc en termes de points de vigilance, on va avoir une pose qui a tout de même une particularité, c'est qu'elle se déroule en site occupé. Donc on ne peut pas travailler de manière traditionnelle sur la pose des éléments, il faut prendre en compte ces usagers pour cohabiter avec eux, pour assurer surtout leur sécurité et préserver leur confort de vie. Donc on va devoir former les équipes qui vont poser tout ça à cette démarche, travailler sur l'importance de la transparence et de la rigueur absolue dans le déroulé de cette pose, et former aussi les équipes qui vont devoir parfois travailler sur différents lots, comme l'étanchéité à l'air, la pose, les raccordements, les finitions. Alors, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Et c'est là où, en gros, pour finir, il n'y a pas de miracle. Le travail, les outils sont là, et la courbe d'expérience, elle grandit de manière très intéressante. Et la véritable réussite de cette démarche réside dans la qualité du travail collaboratif à tous les niveaux, que ce soit les membres du groupement, mais aussi les équipes de prod, les implications des sous-traitants ou les équipes de pause. Ce travail collaboratif, il est primordial pour entraîner une amélioration continue importante et développer le procédé pour pouvoir en fait, le dupliquer de manière systématique par la suite sur différents chantiers. Pascal, je ne sais pas si tu voulais compléter. Oui, je crois que c'est un peu la conclusion de notre intervention à tous les deux. C'est effectivement, il n'y a pas de miracle. Il ne faut pas s'attendre à ce que les outils fassent tout d'une manière magique. Les outils sont là, mais on est au tout début. Il faut apprendre à les utiliser. Et c'est vraiment possible de le faire que si on accepte de travailler tous ensemble. Et puis, on fait vraiment remonter les éléments au fur et à mesure pour qu'on puisse corriger. Et c'est un peu la démarche de... On a parlé il y a 15 jours dans le webinaire sur le Design for Manufacture. On a parlé pas mal de Toyota. C'est vraiment la démarche de Toyota, en fait, qui consiste à s'appuyer sur ce qui se passe véritablement au niveau de la production. Et c'est travailler avec les gens de la production, vraiment faire remonter leurs problèmes pour arriver à les corriger et faire qu'on puisse faire à chaque fois de mieux en mieux. Voilà, donc on en a terminé pour notre partie à nous. Donc on va arrêter le partage pour passer la parole à Déborah. Je me permets, Pascal et Grégoire, il y a deux questions que j'aimerais vous poser tout de suite parce qu'elles sont très précises et elles concernent vraiment votre présentation. Je me permets de faire cette petite pause. Une question très précise sur comment absorber les différences de tolérance entre supports existants en béton ou maçonnerie et éléments préfabriqués à ossature bois. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question, s'il vous plaît? Grégoire ? Pascal, souvent, ces tolérances sont différentes en fait dans les habitudes des métiers. Donc, oui. Quelles sont les solutions pour résoudre ces On a vu tout à l'heure que sur la prise de cote, on est capable d'être précis à 10 mm, ce qui est très faible. Sur la fabrication d'une façade, par exemple, à ossature bois, on est précis à moins que ça, on est précis à peut-être 5 mm. Donc, ça veut dire qu'on est capable d'être très, très précis. Et en fait, on a à certains moments des choix à faire. Si on prend l'exemple de menuiserie, la menuiserie dans une maçonnerie, le chevet de la menuiserie, il n'est pas pile poil rectangulaire. Il va pencher d'un côté, de l'autre, etc. Il va être un petit peu déformé. Donc là, il y a vraiment des choix à faire.
et des solutions à trouver qui sont bien sûr différentes à chaque fois. Alors, il faut essayer de trouver des méthodes qui soient récurrentes et qui reviennne. Ça peut être par des systèmes de calfeutrement, ça peut être par des systèmes de faux tableaux, mais à un certain moment, clairement, on ne fera pas de magie, on ne va pas réussir à avoir quelque chose qui va coller exactement à l'existant, parce que l'existant lui-même, il est pas parfait. Donc, on trouve des systèmes avec du calfeutrement, avec des couvre-joints, avec des tableaux, avec des petites astuces architecturales pour réussir à compenser entre les deux. Merci Pascal. Ça répond en partie aussi à une autre question sur la perméabilité à l'air entre les caissons, qu'on vient poser sur les façades. Il y a une autre question qui concerne plus Grégoire sur votre retour d'expérience sur le chantier Energisprong à M. Quelle a été, juste en une minute, la plus grande difficulté lors de ce chantier que vous avez évoqué tout à l'heure? Et puis, que feriez-vous différemment aujourd'hui? Il y a beaucoup de choses. Forcément, c'était le projet pilote. Donc, c'était pas forcément simple. Mais non, alors, ce qui était la plus grande difficulté, comme dans tout projet finalement, c'est toujours la collaboration entre différentes équipes. Pour moi, c'est toujours, c'est toujours une histoire d'homme. Hein. On a beau avoir la meilleure idée, si on ne sait pas travailler ensemble, ben on ne fera rien du tout. Donc, il y en a eu des aléas autour de ce travail collaboratif dès la conception avec le groupement. Enfin, c'était un peu la découverte du sujet. Et c'est tout là l'enjeu du système. C'est qu'en plus de ça, les murs que nous, on construisait, ils étaient posés par une autre équipe et qui n'était pas forcément, on n'était pas forcément suffisamment en lien, et c'est pour ça que j'ai beaucoup insisté là-dessus, parce que c'est hyper important d'avoir en temps réel les aléas de pause pour corriger la production en amont. Et c'est là tout l'enjeu du sujet. Donc ce qu'il faudrait faire différemment pour moi, si je devais refaire la même chose, c'est travailler largement sur la collaboration des équipes en termes de conception, d'architecture, de production et de pause, pour qu'on soit tous autour d'une table et qu'on soit tous dans le même chemin, et oublier peut-être un peu les enjeux de chacun dans son développement propre. Et c'est là vraiment la difficulté numéro 1 dans une réhabilitation comme ça, où il y a beaucoup d'intervenants sur un projet. D'accord, j'espère qu'on aura l'occasion dans la deuxième phase, à la fin de réponse aux questions, de revenir sur le travail collaboratif. La coopération entre les acteurs, c'est un sujet, effectivement, je vous remercie de l'évoquer, que je voulais évoquer aussi après. Merci pour ces premières réponses. Donc, je rappelle que ça à cette occasion que les participants peuvent poser leurs questions dans le chat, comme certains ont déjà commencé à le faire. Je vais désormais passer la parole à Déborah Knight de l'équipe Energisprong, qui va parler de l'accompagnement des locataires dans le cadre d'une réhabilitation, et plus particulièrement d'une rénovation Energisprong. À vous, Déborah. Bonjour à tous. Je vais vous donner un petit peu le contexte de ces enjeux d'intégration et d'accompagnement des locataires dans le cadre d'une rénovation Energisprong, avant de laisser la parole à Romuald Sarraute, qui va pouvoir témoigner de façon très concrète sur un des premiers projets pilotes Energisprong, qui a eu lieu à Longo, à côté d'Amiens, et sur lequel il a travaillé. Alors, j'ai juste un petit bug de présentation. Voilà. Donc d'abord, petite introduction. Pourquoi on parle d'accompagnement des locataires? Les locataires, dans le cadre d'une rénovation Energisprong, ce sont vraiment les premières parties prenantes, à plusieurs titres. L'objectif de ces rénovations, c'est d'avoir des logements avec un confort de vie durable, donc sur 30 ans, et un bouclier énergétique sur le long terme, ce qui ne peut pas se faire sans prendre la température et partir du besoin des locataires, et sans les accompagner. De même, l'atteinte de égal 0, ça nécessite de les mobiliser et de les accompagner à l'usage. Et le dernier point, c'est que ce sont les premiers utilisateurs et que leurs REX sont très importants pour ces projets qui sont encore innovants, pour pouvoir continuer la courbe de progrès sur les rénovations Energisprong. Alors, quels sont les enjeux de façon spécifique sur une rénovation Energisprong d'accompagnement des locataires? Il y en a 5. Le premier, c'est vraiment en phase de conception. Le fait de motiver les locataires et de s'en faire des alliés et de dépasser la peur du changement face à une rénovation qui est effectivement
ambitieuse, qui va changer l'aspect visuel de la maison, qui va peut-être changer un peu leurs habitudes. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'un certain nombre d'éléments vont nécessiter leur validation. Donc pour certaines rénovations, on va avoir une augmentation de loyer, une augmentation de charge, comme dans pas mal de rénovations. Donc il va falloir bien préparer la concertation. Et on a également un sujet spécifique à Energy Strong, c'est qu'on va devoir obtenir leur consentement pour faire le suivi des données de consommation. Donc ça, c'est un point à anticiper et sur lesquels il faut les impliquer dès l'amont. Troisième point, c'est les solutions qu'on met en place, qu'il faut bien réfléchir pour qu'elles soient faciles d'usage et qu'elles contribuent au confort global des locataires. Le quatrième point, on l'a déjà pas mal abordé, mais c'est la gestion de la phase de travaux et le déroulé du chantier pour qu'il puisse impacter au minimum les locataires. Et le dernier point, c'est l'accompagnement à l'usage des locataires pour qu'ils prennent en main leur nouveau logement et qu'ils puissent être contributifs de l'atteinte de E égale 0. Donc aujourd'hui, on va aller rapidement, on va aborder rapidement les 4 premiers points, le dernier étant abordé dans le prochain webinaire sur la garantie de performance. Donc sur le dépasser la peur du changement et motiver les locataires, on est en début de chantier. Parfois, on a des locataires qui peuvent être assez frustrés avec des logements qui nécessitent une rénovation et parfois une demande de rénovation depuis longtemps. Et puis, on a, par exemple, dans les maisons individuelles, c'est plus souvent le cas, des locataires qui sont parfois présents depuis longtemps, avec des habitudes ancrées et parfois qui ont fait leurs propres travaux. Et du coup, il va falloir prendre ça en compte dans la rénovation. Du coup, le rôle du groupement dans tout ça, la première chose, c'est vraiment de prendre en compte tout ce qui va être remonté du diagnostic social, parce que dans le cadre des rénovations Energy Strong, on préconise de faire un diagnostic social en amont pour identifier les points de crispation et d'inconfort, et d'intégrer ça dans la rénovation qui va être mise en place. Le deuxième point, optionnel, c'est de éventuellement laisser quelques éléments au choix des occupants, et Romuald pourra témoigner là-dessus. Et le troisième rôle des groupements, ça va être vraiment d'appuyer le bailleur dans la communication amont qui va être faite, en listant les points de crispation et d'inconfort qui sont résolus, en anticipant et en clarifiant la façon dont on va gérer les effets personnels impactés, donc par exemple des jardinières qui vont devoir être déplacées, des vérandas qui auront été installées contre la façade. Donc ça, il va falloir l'anticiper. La batterie de cuisine, si on passe du gaz à l'électricité, c'est des impacts et des coûts qu'il faut anticiper et sur lesquels il faut rassurer les locataires dès le début. L'attention portée à l'esthétique, bien sûr. Le fait de faire tester les solutions aux occupants, et ça c'est pareil, Romuald pourra vous en parler. Et puis, l'accompagnement à l'usage qui sera mis en place, c'est important aussi de le préciser dès l'amont pour que les locataires soient rassurés sur l'accompagnement qui sera fait. Enfin, un point important, c'est vraiment de réfléchir dès l'amont tous les passages, qu'ils soient techniques, sociaux, qui vont devoir être faits chez les locataires pour pouvoir les minimiser. L'obtention de la validation, donc on a deux sujets, le consentement et le suivi des données personnelles. Donc le rôle du groupement est important dans le cadre de la concertation pour expliquer l'impact économique global, les avantages de confort, de résilience, et puis anticiper le coaching énergétique et aider les locataires à comprendre en quoi leur facture énergétique va réduire. Et le deuxième point, donc c'est la solution de monitoring, c'est quelque chose qu'il faut anticiper au plus tôt, parce que ça va nous permettre de l'expliquer de façon pédagogique aux locataires, donc de comprendre le périmètre de ce qui va être mesuré et en quoi c'est utile pour le projet et in fine pour leur confort, et parce que ça va nous permettre de préparer la demande de consentement. Sur le troisième point, qui est celui d'avoir des solutions user-friendly, donc on a deux points. Le fait de bien réfléchir au confort, pas seulement thermique, mais vraiment de façon optimale. Donc je prends l'exemple, par exemple, on va se retrouver avec une fenêtre qui est reculée par rapport à avant et une façade plus large. Et il va falloir réfléchir à ce que ça impacte en termes d'ergonomie, si la fenêtre est atteignable malgré la présence d'un évier devant, réfléchir à la luminosité, à l'impact acoustique des solutions énergétiques, etc. Et bien réfléchir au système énergétique pour qu'on ne puisse pas facilement les dérégler et du coup avoir des situations de surconsommation.
Dernier point, c'est la phase de travaux. Donc, on en a pas mal parlé, donc je n'irai pas sur le détail. Mais il y a un sujet qui est important, c'est le pilote social. Donc, il est important qu'il soit de l'amont à l'aval, un peu après la rénovation, pour pouvoir vraiment accompagner les locataires fragiles, communiquer sur les travaux accompagnés et remonter les problématiques qui peuvent se poser et les retours d'expérience des locataires. Et puis la méthode de travaux, donc on en a parlé sur la pause, qu'effectivement il faut bien gérer avec des attentions spécifiques apportées à la météo et à la pose de la toiture pour éviter les infiltrations. Et tout ce qu'on peut avoir de façon classique sur un chantier en site occupé, mais le maintien des éléments de confort comme la télévision, Internet, toutes ces petites choses qu'on pourra mettre en place ne feront que du locataire un partenaire et faciliteront le déroulé du projet et l'atteinte de égal 0. Avec des petits exemples de ce qu'on peut mettre en place en parallèle, des animations, éventuellement un budget pour appuyer les locataires pour qu'ils puissent en parallèle faire quelques travaux d'embellissement intérieur et profiter de cette rénovation pour s'approprier un peu plus leur logement. Donc je vais laisser la parole à Romuald Sarraute, donc responsable patrimoine chez ICF Nord-Est, pour vous faire le retour d'expérience de ce qui s'est passé sur Longo, avec une première question, Romuald. Donc c'est déjà comment vous avez géré l'accompagnement locataire et quel a été le rôle de l'entreprise. Et juste petite intermède, Romuald doit partir à 15h tout pile, donc si vous avez des questions, il faut les poser avant. Bonjour à tous, donc je suis Romuald Sarraute, je suis le responsable patrimoine d'ICF Habitat qui gère les réhabilitations et les constructions. Donc nous, pour ce projet, déjà dans un premier temps, en préambule, on a fait beaucoup de réunions publiques avec les locataires pour présenter le projet, pour les faire adhérer, pour leur présenter le financement, surtout l'augmentation de charges et la participation justement de leur part au projet et l'intérêt pour leur confort. Le but justement est une amélioration thermique très importante de leur logement et c'est de les faire adhérer pour ça. On a mis en place principalement dès le début du chantier la présentation d'un logement témoin complet pour qu'ils puissent se projeter. Ça, c'était un élément important pour qu'ils puissent voir justement l'intérêt du projet et pouvoir se projeter à l'intérieur du logement puisqu'on a fait des travaux intérieurs également. La première chose aussi qu'on a fait, c'est un état des lieux précis du logement, mais aussi de l'occupation. On est intervenu en été, donc il y avait des périodes de congés anticipées, donc une organisation de chantier à avoir bien spécifique pour pouvoir aller jusqu'au bout et le faire dans le bon ordre. Donc cet état des lieux était très important. Il a été fait avec ICF, la maîtrise d'œuvre et l'entreprise. L'entreprise, nous avions un pilote social, comme l'a précisé Déborah, c'est hyper important. Je pense que ça, c'est une des clés du succès. Le pilote social a pour but justement d'organiser le chantier, d'être présent 100% sur chantier. Nous, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a mis en place un de mes techniciens à plus de 50% de son temps, donc plus de 2 jours et demi sur chantier aussi, pour qu'il y ait une présence d'ICF, du bailleur, pour l'accompagnement des locataires. On doit les accompagner vraiment pour qu'ils comprennent déjà le projet, l'intérêt. Pour les impliquer, ce qu'on a fait aussi, c'est que lors des états des lieux, on leur a proposé des choix. Le choix de la faïence qu'ils auraient dans les salles de bain et des sols, puisqu'on a refait les pièces humides dans le cadre du projet. On leur a aussi proposé la possibilité d'avoir une baignoire ou une douche, enfin de changer l'équipement qu'ils avaient précédemment. Ce qui était plutôt intéressant puisqu'ils se sentent plus intégrés dans le choix des matériaux du coup et dans le cadre du projet. Comme je vous l'ai dit, ce qui était très important, c'est le pilote social, mais pour l'accompagnement des locataires, on avait aussi vraiment besoin, c'est de mettre en place dès le début du chantier, c'est le coach énergétique. On a un coach énergétique donc, qui travaille encore actuellement sur le projet et qui accompagne toujours nos locataires, mais pendant la phase chantier, il a intervenu tous les mois. Il a rencontré les locataires tous les mois pour leur expliquer à chaque phase l'intérêt des travaux qui ont été effectués, le fonctionnement des équipements et vraiment pouvoir les accompagner. C'est pas évident pour une petite dame de 80 ans de se servir des nouveaux contrôleurs pour la température du logement.
voilà. Donc il y avait tout cet accompagnement-là à faire et cette explication. Et juste pour préciser, ça c'est le groupement qui a géré sur le projet d'ICF le coaching énergétique. Oui, alors le groupement était composé de Bouygues pour la partie travaux purs et de Dalkia pour toute la partie énergétique. Donc Dalkia effectue le coaching et le groupement, Bouygues a effectué tout le pilotage social du chantier. Ce qu'on peut aussi dire et ce qui est important, c'est surtout une communication aussi d'ICF. On a fait énormément de notes d'information, d'explications des travaux, phase par phase. Et on a mis aussi en place un QR code dès le début du chantier pour regrouper toutes les informations sur le même endroit, donc sur la plateforme. L'avantage, c'est que les clients pouvaient récupérer toutes les informations. Il y a eu un accompagnement à faire aussi là-dessus, puisque tout le monde n'est pas à l'aise avec l'informatique. Et du coup, on a dû un petit peu former certaines personnes à l'utilisation rien que du QR code pour la phase chantier. Et du coup, comment les locataires ont vécu cette rénovation? Alors, au début, ils étaient un petit peu réfractaires parce qu'ils ne voyaient pas spécialement l'intérêt de ramener des grosses façades, de changer. Ils avaient des chaudières individuelles à l'origine, on leur proposait des pompes à chaleur pour produire le chauffage. On devait changer le mode d'eau chaude aussi, hein, puisque là, on a installé les ballons thermodynamiques. Ils étaient plutôt réticents au tout début. Malgré tout, ils étaient en demande d'une réhabilitation. Ils avaient précédemment des passoires thermiques. L'avantage, c'est que le projet propose vraiment une qualité thermique excellente. Donc ils ont accepté cette réhabilitation après plusieurs réunions, puisqu'on a dû faire plusieurs réunions publiques, la concertation locative, et ils l'ont accepté. On avait 2 réfractaires sur 12 qui refusaient. Néanmoins, au final, ces personnes-là sont satisfaites des travaux parce qu'ils en voient un vrai bénéfice, mais maintenant. C'est pas évident de voir le bénéfice en amont, avant, pour eux. Déborah, vous avez Dernier terminé? point, du coup. J'ai une Oui, vous avez dernière une dernière question. Voilà, question. c'est pour conclure, peut-être, quels seraient vos conseils aux entreprises pour ces sujets d'intégration et d'accompagnement des locataires sur de futurs projets Energisprong? Le conseil, c'est déjà de trouver un bon pilote social pour tout ce qui est accompagnement des locataires. C'est pas toujours un conducteur de travaux qui va être le meilleur peut-être là-dedans. C'est bien pour prendre les rendez-vous, mais pour l'accompagnement d'un locataire, c'est bien spécifique. Tout de suite mettre en place vraiment le coaching énergétique, c'est hyper important. J'ai des petits exemples, c'est que les ballons thermodynamiques, ça a un certain fonctionnement. Le problème, c'est que les locataires, ils ont l'habitude de consommer de l'eau chaude à fond et ils nous mettaient les ballons thermodynamiques en marche forcée. Donc, heureusement, grâce au coaching et grâce au monitoring, on avait les données et on savait pourquoi il y avait des surconsommations. Mais voilà, le coaching est super important aussi. Et beaucoup de communication auprès des locataires qui sont vraiment les clients, ceux qui utilisent les logements. Il ne faut pas oublier la communication. Bien. Je vous propose qu'on passe à... Pardon. Je vous propose qu'on... Merci pour vos interventions. Merci, Monsieur Sarraute, pour votre intervention. On va poser une première... Je vous propose de poser une première question qui concerne nos 2 derniers intervenants. Est-ce que vous avez une estimation et comment estimer l'investissement en accompagnement des locataires, c'est-à-dire pour le groupement? Quel coût pour ce pilote social? Je dirais aussi, quel est le métier en fait de ce pilote social? Est-ce que c'est quelqu'un qui est dans l'entreprise, chez l'architecte ou un tiers extérieur, un conseiller info énergie? Est-ce que vous avez des réponses là-dessus? Déborah ou non, j'ai pas de réponse. Pardon, je suis désolée, j'ai eu un petit problème de connexion. Si vous pouvez reposer la question. Oui, la question c'était comment estimer pour le groupement qui doit assurer donc un rôle de pilote social, comment estimer cet investissement quand même qui est assez particulier dans le cas des réhabilitations en général,
Et puis, quel est le métier de ce pilote social et puis aussi du coach énergétique qui assure ceci? Quel est son profil? Alors sur l'investissement, moi j'ai pas les coûts en tête, je sais pas si Romuald vous les avez éventuellement, mais pour la deuxième question, on n'a pas de préconisation et on est ouvert à tout. Ça peut être quelqu'un qui est intégré chez l'entreprise générale si on a une entreprise générale. Ça peut être aussi un AMU externe qui est associé au groupement. Ça peut être pourquoi pas avec l'appui d'associations. On est vraiment tout type de solution est envisageable. D'accord. Monsieur Capel, est-ce que vous avez un ordre d'idée du temps passé par ce pilotage? Est-ce que vous l'avez appliqué dans votre projet à AM? Ouais, sur le projet pilote, on était surtout sur du pilotage qu'on a mené en usine, puisqu'on était sur la partie construction. Sur le chantier, on n'était pas, nous, poseurs. Donc j'ai moins de recul sur la partie pose au chantier. Nous, pour le projet de Longo, nous, on avait un pilote social à 100% du temps. D'accord. Sur un temps de chantier de combien de temps? D'avril à septembre. D'accord. Merci. D'accord, c'est précision. Je pense que c'est des choses qui ne sont pas forcément évidentes à chiffrer pour nos groupements en création dans la région. Donc, je vous remercie pour ces réponses. Je vais vous proposer de passer à la phase de questions. On va se donner peut-être encore 10 minutes, un quart d'heure. Donc, Monsieur Sarraute, vous devez partir dans 3-4 minutes, mais je vais poser d'autres questions. J'aurai des questions un petit peu plus générales qui rassemblent différentes questions qui sont posées par le chat. C'est comment sont coordonnés les travaux entre les différents corps d'État, puisque avec ce process de préfabrication, on en arrive à devoir faire en atelier, je dirais, différentes tâches qui ne sont pas forcément l'habitude, par exemple, des ateliers des constructeurs ossature bois. Donc, comment on intègre un plombier, un électricien, un étancheur dans le process? Et comment on coordonne en peu de temps, mais comment on coordonne, comment faire en sorte que tout se passe bien? Est-ce que vous avez des moyens, des préconisations pour ceci? Tu veux y aller, Grégoire? Vas-y. J'ai un élément de réponse à fournir, mais pour moi, le sous-traitant qui va devoir intervenir dans une usine, il doit être considéré comme un opérateur pur dans l'organisation et doit être lui-même à même de travailler en suivant les règles décrites, comme on l'a pu le voir dans la présentation. Mais il doit se mettre au fil de l'eau dans l'organisation existante et l'organisation de l'usine, pour vraiment garantir les cadences de production et le travail en équipe, toujours, comme on le disait, aux moyens de communication, de formation. Il faut intégrer les personnes, quelles qu'elles soient, dans le projet. Et donc, il doit peut-être mettre de côté ses habitudes, son chantier traditionnel, sa façon de faire et son organisation, pour pouvoir travailler en collaboration avec ceux qui vont construire les éléments ou assembler les choses derrière lui. Merci. Pascal, vous vouliez compléter? Oui, en fait, le maître mot, c'est vraiment la collaboration, c'est travailler collectif. Et on voit dans tout ce qui est industrialisation de la construction plusieurs approches. Il y a une approche qui consiste à intégrer verticalement tous les acteurs. C'est ce que fait Catera, par exemple, aux États-Unis. On retrouve dans les entreprises Energy Strong aux Pays-Bas des entreprises qui ont intégré finalement l'ensemble de la démarche et qui vont de A jusqu'à Z avec une seule entreprise. Mais il y a une deuxième manière, c'est la collaboration, c'est la coopération, c'est le système de groupement, mais avec finalement, on laisse chacun un petit peu ses vieilles habitudes et on laisse tomber surtout son ego pour collaborer véritablement avec les autres. Et on peut avoir par exemple des sous-traitants qui vont venir travailler dans l'usine. On l'a vu par exemple sur les panneaux de toiture étanchés. Ils peuvent être réalisés par un étancheur, ce qui peut permettre d'apporter la garantie avec des salariés de l'étancheur présents dans l'atelier de fabrication des modules. Tout ça, c'est tout à fait possible. C'est vraiment ce travail qu'il faut avoir envie de faire ensemble. D'accord, merci. J'ai une question complémentaire c'est quelle est la répartition en fait des missions dans le groupement, notamment qui assure par exemple le diagnostic? Est-ce que c'est l'architecte, les ingénieurs, l'entreprise elle-même, si c'est une entreprise
qui est général ou qui coordonne, qui est mandataire pour un groupement. C'était une question aussi sur le rôle de l'architecte qu'on a déjà eu la semaine dernière. Et une autre question était sur est-ce que donc l'industriel va jusqu'à intégrer un designer, je dirais un designer au sens large du terme, pour complètement intégrer la conception. Voilà, est-ce que vous avez des éléments de réponse à ces questions, notamment sur la phase diagnostique, qui l'effectue, les relevés, les diagnostics? Je pense que c'est de la même manière extrêmement variable. On peut imaginer travailler avec un prestataire externe qui va réaliser cette prestation-là et fournir des éléments. Par exemple, le scan 3D, ben, c'est des équipements qui coûtent cher, donc on ne va pas forcément, si on est entreprise d'ossature bois, par exemple, investir dans un scan 3D et donc faire appel à un prestataire. Par contre, je le disais tout à l'heure, il y a pas mal d'entreprises qui ont acquis des stations Total qui sont capables de faire des relevés par point et ça peut être tout à fait suffisant. Donc, c'est en fonction de son environnement, en fonction de son périmètre, on va intégrer ou travailler avec quelqu'un d'autre dans le groupement. Alors là, le rôle de l'architecte est excessivement important, bien sûr, et l'architecte doit s'intégrer dans l'équipe. On va travailler d'une manière très technique, très précise. Il ne s'agit pas que l'architecte fasse la conception de l'ouvrage et puis après coup, on va chercher les entreprises pour faire. Ça, on sait que ça ne marche pas. Donc, il faut que l'architecte il fasse partie de l'équipe et il va regarder les capacités de production des entreprises qui sont dans le groupement et essayer avec elles d'utiliser au mieux les outils de manière à être efficace et atteindre des objectifs de coût intéressants. Merci. Oui. Bonjour à tous, donc Estelle de Rhône, de l'équipe Energy Sprong. Je vais juste ajouter sur la partie diagnostic, qu'il y a un premier diagnostic qui est réalisé par le bailleur ou par un assistant à maîtrise d'ouvrage préalablement au lancement du marché. Donc, il va être fait notamment donc sur la partie diagnostic social et également pour pouvoir connaître l'état des logements avant de lancer les différents marchés. Et ça va venir d'ailleurs nourrir le marché pour savoir quels vont être les travaux intérieurs qui vont être réalisés, quels sont les besoins réels des logements avant la réalisation des travaux. Et ensuite, on va avoir des diagnostics complémentaires qui vont être faits par le groupement et notamment tout ce qui va être prise de cote pour la réalisation des éléments préfabriqués. Merci, donc ça répond d'ailleurs en partie à une question qui a été posée, merci pour ce complément Estelle, qui a été posée par un participant qui est les indicateurs, les facteurs à rentrer, je pense dans le programme du projet, par le maître d'ouvrage, pour qu'on puisse ensuite effectivement faire la conception qui peut aller jusqu'à la conception générative. Jusqu'où doit aller le programme et quels éléments sont indispensables à bien intégrer? Est-ce que vous avez des éléments là-dessus pour qu'une entreprise puisse répondre au mieux en fait à un programme de réhabilitation en intégrant au mieux les dimensions de conception participative et voir la conception générative dont vous avez parlé? Moi, je pense que déjà, c'est le mode de dévolution de marché, c'est-à-dire qu'il ne faut pas éclater en lot l'opération, sinon on ne s'en sort pas. Donc, ça veut dire forcément aller sur des modes de dévolution de marché en conception-réalisation ou en contrat global de performance, ce qui permet à des équipes de se constituer et d'être capables de répondre à ce marché global en se répartissant les rôles en fonction, bien sûr, des compétences internes au groupement. Donc effectivement, et dans le cadre d'Energy Sprong, donc on est bien sur des marchés globaux de performance, donc là qui permettent vraiment donc de travailler sur des solutions qui vont être standardisées puisqu'on va être sur une atteinte de performance et non pas sur des moyens, imposer des moyens dans le cadre du marché. Et on va lancer ces marchés dans un mode de conception, réalisation, exploitation, maintenance. Et donc là, on a vraiment la nécessité d'avoir des groupements avec l'ensemble des compétences qui vont être nécessaires pour répondre sur toutes les phases projet et donc qui vont permettre ce travail collaboratif
avec à la fois l'architecte, le bureau d'études, les industriels qui vont concevoir les solutions, le mainteneur, la personne qui va s'occuper de toute la partie monitoring. Donc, c'est vraiment toutes ces personnes-là qui vont se retrouver dès la conception à travailler ensemble pour penser à l'ensemble de ces phases projet, donc de la prise de cote en passant par la pose, la mise en œuvre, la livraison et après toute cette phase d'exploitation de maintenance qui dure 30 ans et qu'il va falloir prévoir dès la conception. D'accord. Merci pour ces éléments. Donc c'est plutôt sur là vous avez plutôt répondu sur le cadre général, mais c'est vrai que bon, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails de tous les un cahier des charges de programme quasiment, mais j'imagine que c'est des choses sur lesquelles vous travaillez au niveau de Énergie-Sprong France. On a des questions aussi qui sont un petit peu annexes à l'énergie sur les autres paramètres à prendre en compte pour une bonne réhabilitation. Quels sont les outils, quelles sont les préconisations qui sont faites pour la maîtrise du confort d'été? Et puis on a en parallèle aussi des questions sur l'acoustique, par exemple l'acoustique, les problèmes acoustiques liés au ballon thermodynamique ou au module énergie qu'on peut voir par exemple aux Pays-Bas. Est-ce que sur le confort d'été et l'acoustique, Monsieur Capel ou Pascal, vous avez eu des cas particuliers à traiter comme ça? L'acoustique, c'est un problème récurrent quand même en réhabilitation, notamment quand on réhabilite les façades. Est-ce que vous avez des... Oui, alors en général, on part de façades quand même qui sont peu performantes acoustiquement. Et du coup, le fait de doubler ça d'un manteau complémentaire très bien isolé, étanche, etc., ça permet de gagner largement d'un point de vue acoustique et de réduire considérablement les nuisances. Et d'un point de vue confort d'été, le retour que j'ai eu moi sur le projet qu'on avait fait sur M a été quand même extrêmement bien accueilli en termes de confort, puisque auparavant on n'avait pas d'isolation ou quasiment rien. Et on est passé sur des logements qui n'étaient plus du tout des fournaises et on était sur quelque chose de beaucoup plus performant, beaucoup plus confortable en fait, d'un point de vue acoustique et en termes de confort d'été et même d'hiver, avec des réductions considérables de chauffage. Donc, mais après, j'ai pas eu non plus de retour complémentaire à ça, mais on n'a pas encore eu les datas chiffrées. Mais c'est un retour des usagers. Oui, je pense que la question aussi sur l'acoustique était aussi de dire, effectivement, on gagne par rapport au bruit extérieur, mais on a des... Alors, c'est une question générale qui se pose peut-être aussi à d'autres personnes autour de la table, mais on a des bruits résurgents, quoi, parce que l'acoustique entre logements mitoyens, logements adjacents, va être plus... va être moins agréable puisqu'on va entendre davantage les bruits entre les logements. Mais ça, je ne sais pas si vous avez pu vérifier. Oui, même à l'intérieur du logement, entre les pièces, oui, tout à fait. Ouais. Il faut être peut-être un point de vigilance parce que des bruits qu'on n'entendait pas auparavant parce qu'ils étaient noyés dans la masse des bruits venant de l'extérieur vont peut-être être mis en exergue. Ça, c'est une possibilité. Donc, il faut être vigilance là-dessus. Pour appuyer le... Vous avez des éléments sur ce sujet? Pour appuyer le point, je sais que côté M, ça a été le cas notamment entre deux voisins, dont un chien. Et donc effectivement, maintenant, les voisins l'entendent plus. Donc effectivement, c'est une problématique qu'il faut intégrer à la conception parce qu'on entend beaucoup plus son voisin. Est-ce que ça va du coup pas un peu à l'encontre de la réalisation hors site, puisqu'on va devoir faire des travaux intérieurs? Est-ce que c'est sans doute pour pouvoir traiter ces problématiques? Est-ce que ça fait partie des travaux d'aménagement intérieur qui sont inhérents aux réhabilitations énergétiques quand même? Oui. Ça fait partie des... Oui, Pascal. C'est les points de vigilance, ça peut aussi être par le plafond, ça peut être aussi par les gaines techniques. Donc, en tout cas, c'est les points de vigilance qu'il faut regarder et puis être amené à trouver les bonnes solutions pour pouvoir répondre à ces problématiques-là. D'accord. On a des compléments d'informations dans le chat. Alors, il y a différentes questions qui concernent plutôt le concept Énergie-Sprong en général. D'ailleurs, il y avait beaucoup de questions à l'inscription qui allaient dans ce sens. Qu'est-ce que c'est qu'une réalisation Énergie-Sprong?
quelles sont les solutions techniques généralisées, enfin du moins employées dans ces réhabilitations. Quel est le nombre d'opérations qui ont été déjà réalisées en France? C'est peut-être sans doute la question était aussi à l'étranger. Et puis, comment on gérait, par exemple, comment on amortissait le coût des travaux et est-ce qu'il y avait des augmentations de loyer, comment c'était perçu par les locataires. Je propose de ne pas traiter ces questions qui sont un petit peu différentes, enfin hors sujet pour aujourd'hui, mais qui seront traitées sans doute lors du webinaire d'Energiespont France le 6 mai, donc la semaine prochaine. Le 6 mai à 9h et on vous enverra les liens d'inscription. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait comme autre question? Oui, il y avait des questions aussi sur le type d'appel d'offres, quels sont les critères de choix des entreprises, c'est très particulier. Et puis, il y avait des questions aussi sur le nom. Alors, peut-être, ça peut être intéressant d'en parler tout de suite. Là, on a parlé vraiment de conception collaborative, d'industrialisation de la réhabilitation. Est-ce qu'on a une estimation du nombre d'entreprises, d'acteurs qui seraient capables de générer des solutions préfabriquées pour la réhabilitation? Alors, de mon point de vue, on voit tout de suite, on pense tout de suite aux entreprises d'ossature bois qui ont des ateliers de préfabrication assez poussés, quasiment industrialisés. Est-ce qu'on peut parler d'autres acteurs? Est-ce qu'on peut les chiffrer, les dénombrer? Pascal, peut-être vous qui avez un... Estelle, peut-être le retour sur le concours d'innovation. Tu as les chiffres en tête? Oui, donc au concours d'innovation, donc on a lancé en juillet 2019, donc c'est un concours Energiesprong avec 7 catégories. Et donc les catégories, c'était pour développer des solutions sur les 3 macro-lots Energiesprong, donc qui sont la façade isolante avec production d'énergie, la toiture, la toiture isolante avec production d'énergie, la façade intégrée avec les menuiseries, les ouvrants, et enfin le module énergie avec tous les équipements techniques. Et donc sur les entreprises les groupements d'entreprises qui ont répondu au concours ont développé des solutions, donc à la fois pour les bâtiments collectifs et pour les maisons individuelles sur ces 3 macro-lots. Et donc, on a 24 équipes au total qui ont répondu. Donc, je vais vous mettre le lien vers le site du concours d'innovation. Donc, vous pouvez déjà découvrir les solutions qui ont été développées dans le cadre de ce concours d'innovation. Et ensuite, effectivement, on a d'autres acteurs également qui sont aujourd'hui en cours de développement de solutions et qui n'ont pas forcément répondu au concours d'innovation. Donc, je ne suis pas en capacité de donner un chiffre exact. Mais ce qu'on peut voir, en tout cas, c'est qu'au niveau des façades, on a quand même pas mal d'acteurs qui font déjà des façades préfabriquées et qu'on tend à... Donc, nous, on les incite à développer davantage leurs solutions pour y intégrer un maximum d'éléments pour réduire le nombre d'opérations qui sera faites in situ. Et ensuite, sur les parties, sur les macro-lots, toiture et module énergie, c'est vraiment des choses qui sont très nouvelles sur le territoire. Et donc, on n'a pas forcément d'acteurs qui ont déjà des solutions qui sont abouties sur le sujet avec des éléments complètement préfabriqués. On est encore beaucoup à faire sur site. Et donc, c'est tout le travail qu'on réalise dans le cadre de notre accompagnement et dans le cadre du concours pour inciter les industriels à se développer sur ces autres macro-lots. Ce que tu disais, effectivement. Pascal, vous avez un complément? Oui, Samuel, ce que tu disais, effectivement, les entreprises qui font de l'ossature bois sont en mesure de répondre et de travailler sur des projets Energiesprong. Donc, elles sont très nombreuses. En France, aujourd'hui, il y a un grand savoir-faire sur l'ossature bois. Donc, il faut appréhender ces difficultés particulière de s'adapter à un existant. Mais ça, c'est tout le travail qu'on a développé au début du webinaire. Ils sont, je pense, également capables de travailler sur la préfabrication des toitures. Bien sûr. Ils savent faire ça également. Sur les modules énergie, aujourd'hui, effectivement, il y a moins d'acteurs, mais on en voit qui commencent à s'y intéresser et on pense voir arriver des produits. Ce que l'on ne voit pas, par contre, tellement aujourd'hui en France, ce sont des façades plutôt à partir de structures métalliques légères, comme on peut le voir dans d'autres pays, Pays-Bas, Angleterre par exemple. Donc ça, c'est moins développé en France, alors que ce sont des techniques qui peuvent avoir certains intérêts.
D'accord. Ouais, c'est sûr. Eh bien, je vais devoir clore ce webinaire parce que voilà, on arrive à terme du temps imparti. Donc, je vous remercie tous, participants et intervenants pour la qualité des échanges. Merci Pascal, merci Grégoire pour ces témoignages. Merci Déborah et vous remercierez de ma part Romuald pour son intervention. Et puis je remercie en général toute l'équipe Energispont pour le travail d'accompagnement qu'ils font pour développer ces techniques, qui est quand même assez prometteuse. Effectivement, je le dis souvent, ça fait longtemps qu'on attend de la réhabilitation avec des façades préfabriquées au Saturbois, notamment dans nos régions, en France en général. Et là, on a une occasion de vraiment massifier ce type de solution et d'aller même au-delà en intégrant d'autres corps d'État et en les amenant vers la préfabrication. Donc, merci à tous. Je rappelle donc 2 choses, c'est que le support de la présentation et l'enregistrement seront disponibles très prochainement. Nos équipes vont s'en occuper et vous seront communiqués, donc vous participants. Et puis je rappelle quelques dates à venir. Le 6 mai, la semaine prochaine, un webinar, on va dire, qui peut concerner les nouveaux entrants dans la démarche, les personnes qui souhaiteraient mieux connaître cette démarche, qui se fera depuis l'équipe Energispont France le 6 mai matin. Le 14 mai, le comité de suivi Energispont. Et d'ailleurs, la veille, on aura aussi un atelier Energispont Pays de Loire. Donc voilà, tous ces rendez-vous vous seront précisés par messagerie internet. Merci à tous et puis je vous souhaite une bonne fin de journée et puis au plaisir de vous rencontrer en présentiel. À bientôt. À bientôt, merci à tous. À bientôt. Au revoir.